Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, à savoir le top film 2021 qui comportera donc les 10 meilleurs films que j'ai vus cette année, les films que j'ai le plus aimés. So, may we start? Come on. Don't live your life. You steady chasing that big car, just live your life. Ain't got no time for no haters, just live your life. Contrairement au flop film, je ne vais pas aborder de points en intro, ce qui fait qu'on va pouvoir attaquer directement le bois dur, ou presque, puisque comme dans le flop film, je vais dans un premier temps vous donner les mentions honorables, c'est-à-dire les films qui étaient très bons, que j'ai beaucoup aimés, qui auraient pu se trouver dans le top, mais qui au final ne s'y trouvent pas. Comme dans le flop film, je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus, parce que déjà qu'il y avait pas mal de mentions déshonorables dans le flop, là, il y a plus de mentions honorables que de mentions déshonorables. Si je m'étais attardé sur toutes les mentions déshonorables dans le flop, la vidéo aurait duré 3 heures. Et bah là, si je m'attarde sur toutes les mentions honorables, la vidéo durerait 6 heures, je pense. Et 6 heures, c'est long. On peut faire plein de trucs en 6 heures. Comme aller voir 2 films, 6 heures c'est long. Enfin bref, attaquons les mentions honorables. En mention honorable, nous avons donc les Mitchell contre les machines, Mandibule, The Father, Sainte Maud, Palm Springs. Si vous n'avez pas vu Palm Springs, il a failli se retrouver dans les tops parce que c'est clairement l'un des films qui m'a fait le plus de bien cette année. C'est un film qui parle de dépression. Alors, je viens de dire que c'était l'un des films qui m'avait fait le plus de bien et ensuite, j'enchaîne en disant que c'est un film qui parle de dépression. C'est un film qui parle de dépression, certes, mais il en parle tellement intelligemment. Tu ressors du film heureux. Tu ressors du film heureux parce que ce film fait un bien fou. Il est super intéressant en termes de réalisation, il est super intéressant en termes de construction, en termes de personnages. Donc si vous n'avez pas vu Palm Springs et que vous souhaitez le voir, que vous hésitiez à le voir, eh bien voyez-le parce que c'est vraiment super. Nous enchaînons avec Teddy, Zack Snyder Justice League. Zack Snyder Justice League qui est le meilleur film de super-héros de cette année. Voilà, désolé Marvel. The Suicide Squad, Les Sorcières d'Aquelar, Boîte Noire, Dune, Illusion perdue, Les Olympiades, Affamés, Le Bal des Folles, et enfin pour finir, Don't Look Up, Défi Cosmique. Voyez Don't Look Up, c'est super intéressant et c'est super bien joué, c'est superbement réalisé, superbement écrit, c'est super bien et c'est sur Netflix. Et donc nous allons pouvoir désormais attaquer le bois dur, nous allons désormais rentrer dans le top film. En 10e position, Annette de Léos Carax. Alors, il faut savoir que Annette est le tout premier film de Léos Carax que je vois. Je n'en avais jamais vu avant celui-là. Et j'étais autant hypé qu'inquiet parce que, tout le monde le sait, Léos Carax a un style très particulier. C'est un style qui plaît pas à tout le monde. J'avais vu qu'à la sortie de l'E-Motors, plein de gens avaient détesté, plein de gens avaient adoré. Ces films divisent et c'est pour ça que Annette m'intéressait énormément, déjà parce que ça allait être le premier Léos Carax que j'allais voir au cinéma, mais également parce que les films des Léos Carax divisent et du coup, moi les films qui divisent ça m'intéresse beaucoup. En plus de ça, le film avait été à Cannes et avait eu un très bon accueil, donc j'étais vraiment hypé. Et en plus de ça, c'est une comédie musicale. Et si vous ne le saviez pas, j'adore les comédies musicales. Et donc je suis allé voir le film au cinéma, et quelle claque! Quelle claque! C'est un film qui est d'une maîtrise en termes de réalisation, ce que nous propose Léos Carax avec ce film, est non seulement extrêmement intéressant, mais extrêmement impressionnant aussi. Je pense notamment à cette scène qui était déjà présente en partie dans la bande-annonce et dont beaucoup de gens ont parlé, et c'est normal parce que c'est l'une des meilleures scènes du film, c'est l'une des scènes qui m'a le plus claqué la gueule, c'est la scène de la danse dans la tempête. Voilà. Je pense avoir été vague, lol. Et bien cette scène, en termes de réalisation, est ultra impressionnante, c'est super casse-gueule à mettre en place, à réaliser, et Léos Carax réalise cette scène de main de maître, je trouve, déjà parce qu'elle est absolument magnifique dans ce qu'elle raconte, elle est absolument magnifique
en termes de chansons. La chanson, à ce moment-là, est d'une beauté, et puis elle est tellement bien chantée par Adam Driver et Marion Cotillard. Adam Driver qui n'a cessé d'être là au cinéma en 2021, et tant mieux parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Kylo Ren est un très bon personnage, et il est très bien interprété. Arrêtez de lui cracher dessus. Et donc on a un film qui, déjà, en termes de réalisation, est extrêmement intéressant, est extrêmement prenant, est extrêmement impressionnant. J'ai oublié de parler de ça aussi, putain, j'ai oublié de parler de ça. Le film s'ouvre par un gros plan séquence qui, encore une fois, est impressionnant et est totalement fascinant. C'est un plan séquence qui ne cesse d'évoluer continuellement, c'est-à-dire que plus on avance, plus il y a de personnages dans le cadre, des personnages qui chantent. Donc déjà, gérer un plan séquence avec plusieurs personnes, mais en plus les personnes doivent chanter, bah ça doit être ultra casse-gueule. Mais en plus de ça, on change continuellement de lieu. J'aime beaucoup les plans séquences fixes, je trouve ça très intéressant. Bon, il y en a qui sont incroyablement chiants, mais il y en a qui sont super intéressants. Mais ce qui me passionne le plus, c'est les plans séquences qui ne cessent d'évoluer. Et cette scène d'intro, le film a commencé... Et je me suis dit, putain, tu m'as eu. Tu m'as grave eu dès ta scène d'intro. T'as intérêt à envoyer du pâté par la suite. Et il envoie du pâté par la suite. Parce qu'en plus de ça, le film est servi par un casting 5 étoiles. Adam Driver est très bon. Et qu'est-ce qu'il chante bien. Et qu'est-ce qu'il est beau. Marion Cotillard, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Il y a un moment où j'avais un petit peu de mal avec son jeu. Mais depuis qu'elle a joué dans Juste la fin du monde, qui est un chef-d'œuvre. Voyez-le. Et en plus, Marion Cotillard est super dedans. Vraiment, elle est incroyable. Incroyable! Voilà, je l'ai dit. C'est le mot que je dis tout le temps. Et bien voilà, je l'ai dit. Ça se trouve, je l'avais déjà dit avant. Et donc, dans le film, pour moi, on a un trio de têtes. On a Adam Driver, on a Marion Cotillard et on a Simone Helberg. Et pour moi, ces trois acteurs et actrices sont formidables. Je trouve qu'ils nous donnent des prestations musicales incroyables. Je pense notamment à cette scène où Adam Driver fait un spectacle. Et c'est en chanson, et c'est vachement bien, c'est ultra fort en plus ce qu'il raconte. La musique a été faite par les Sparks, de toute façon, et les Sparks, bah, c'est trop bien. Et donc, on a toute cette scène de la tempête où je trouve Adam Driver vraiment impressionnant dans cette scène, mais celle qui m'a le plus marqué, c'est Marion Cotillard, qui est d'une force, elle a quelque chose dans le regard, elle a quelque chose dans la voix qui te transperce, c'est fort, c'est beau, c'est... je pense que c'est ma scène préférée du film. Et pour finir, on a une scène vers la fin du film entre Adam Driver et Simon Helberg qui, en termes de chant, détonne vachement avec ce qui a été fait auparavant dans le film. C'est ça qui est trop bien avec le film. En fait, c'est ça. Le plan séquence de début représente tout ce qu'est le film. C'est-à-dire un film qui te pose quelque chose en premier lieu et qui va ne pas cesser d'évoluer continuellement. Que ce soit dans les chansons, que ce soit dans la manière de filmer, que ce soit dans le jeu des acteurs, dans le jeu des actrices, que ce soit dans son histoire aussi. Quand on prend le point de départ d'Annette et la fin d'Annette, il y a une réelle évolution et ça fait du bien de voir une histoire où il y a une réelle évolution, où t'as pas l'impression d'avoir stagné tout du long. Là, tu sors d'Annette, t'as eu une vraie bonne histoire avec un propos de fond ultra intéressant, avec des acteurs et des actrices impressionnants et avec des chansons que j'ai pas arrêté d'écouter après et un réal qui se fait plaisir. Je suis qu'au 10e. Mais vous voyez comment je suis enjoué. Annette, c'est un film qui fait du bien. C'est un film qui déborde de cinéma. Je l'ai revu, c'est un film qui me laisse balbutiant. Parce que ce film a un souffle épique, je trouve. Annette de Léos Carax, c'est super bien, ce qui m'a donné d'ailleurs envie de voir d'autres Léos Carax. Alors pour le moment, j'en ai vu que 2, à savoir Annette et maintenant Mauvais Sang. Mauvais Sang qui m'a été conseillé par ma pote Sidonie. Et bah merci beaucoup Sido, parce que c'était trop bien. Donc voilà, Annette, je pense que vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé. Et je ne peux que vous le conseiller. À la 9e position, Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert. S'il vous plaît, laissez-moi grimper avec vous. Je ferai tout ce que vous me direz. 8 ans qu'elle se prépare. Cette ascension, c'est tout pour lui. Pourquoi tu fais ça? Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Il n'y a plus que ça qui compte. Le Sommet des Dieux est un film que je suis allé voir un petit peu à reculons parce que j'avais vu 2-3 images sur Twitter et je me disais ouais c'est beau mais ça a pas l'air d'être la claque que tout le monde m'annonce. Et en plus de ça, le sujet du film ne me tentait pas trop, je vous l'avoue. Et j'ai lancé le film. Alors moi je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai raté en salle, je l'ai découvert sur Netflix, voilà. Et donc j'ai lancé le film et qu'est-ce que j'ai bien fait. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait.
Premièrement, parce que c'est, je pense, le plus beau film d'animation qu'on a eu cette année. Alors, j'ai pas vu Le Peuple Loup et j'ai le seum parce que j'adore le travail de Tom Moore. J'avais adoré Brendan et le Secret de Kells, qui est l'un de mes films préférés. De toute façon, il se passe en Irlande. Donc, à partir du moment où tu te passes en Irlande, bah, film, tu m'as. Et donc, j'ai vraiment le seum de l'avoir raté. Mais du coup, je l'ai pas vu. Mais j'ai vu Le Sommet des Dieux. Et Le Sommet des Dieux, pour moi, défonce, mais alors défonce tout ce qui a été fait par Pixar et Disney cette année. C'est-à-dire qu'en termes d'animation, et je m'y attendais pas, parce que les images que j'avais vues sur Twitter, je tiens à le dire, les images qui tournent souvent du Sommet des Dieux sur Twitter ne sont pas les plus belles. C'est-à-dire que il y a plein d'images où il y a un gros travail sur la lumière, sur les couchers de soleil qui n'ont pas vraiment tourné, et vraiment ces images-là, bah, j'aimerais qu'elles tournent plus, parce que j'aurais vu ces images-là, et bien j'aurais couru en salle voir le film. Sinon t'aurais pu aller voir la bande-annonce, je sais pas, au lieu de blâmer Twitter. Connard. Parce que ces images-là sont magnifiques, il y a plein d'images qui s'apparentent à des peintures, tu sens que c'est très référencé, et c'est magnifique, Donc déjà, l'animation est magnifique. Voilà, je pense que je l'ai assez répété, l'animation est magnifique. Mais en plus de ça, la chose auquel je ne m'attendais pas, c'est être intéressé par le scénario. Parce que, je ne vais pas vous mentir, le sujet du Sommet des Dieux, de base, ne m'intéresse pas trop. Mais alors, j'ai été extrêmement pris par ce scénario et par ces personnages, parce que on est face à un film d'animation pour adultes. Et je dis pas ça en étant péjoratif envers les films d'animation pour enfants. C'est génial, j'adore. Il y a plein de Disney, il y a plein de Pixar, il y a plein de DreamWorks qui sont parmi mes films préférés. Mais ça fait du bien d'avoir un film d'animation pour adultes qui arrive à construire des personnages ultra forts. Ça aussi, ça m'a surpris. C'est-à-dire que on commence le film avec un personnage qu'on croit être le personnage principal, on croit qu'on va le suivre tout le long du film, et à un moment, il y a une césure et on passe à un autre personnage. À ce moment-là, le film m'a un petit peu inquiété. Je me suis dit, oula, j'espère que tu vas pas tomber dans le piège du on change le personnage principal pour un autre qui sera moins intéressant. Et non, les deux personnages sont super intéressants, portent des thématiques qui sont super fortes, et en plus de ça, c'est un film qui a des couilles. C'est un film qui te présente des personnages, qui à un moment met ces personnages en situation de danger. Il y a une scène dans le film, il y a une mort dans le film, et bah quand elle arrive, elle te fait giga mal, cette mort. Et du coup, à chaque fois que les autres personnages sont en danger dans le film, et bah t'y crois à mort, parce que le film a posé d'entrée de jeu le fait que oui, c'est dangereux et peut y avoir des morts et tu ne sais pas qui va mourir, et du coup t'es constamment en tension, et c'est un film qui est très beau, qui est très prenant. Le scénario est très bien écrit, les personnages sont passionnants. Vraiment, les deux personnages principaux, quand ils se rencontrent, je trouve que leurs échanges sont vraiment ultra intéressants, ultra prenants, ultra bien écrits. Et donc voilà, Le Sommet des Dieux, c'est une très belle claque. C'est une très belle claque inattendue, vraiment. Et du coup, je suis très content de l'avoir vu, parce que dès qu'il sort, j'ai vu qu'ils allaient sortir un steelbook, je crois. Je peux vous dire que ce steelbook, je vais le prendre, parce que c'est bien. Hein. Mais que c'est bien, et vraiment, si vous n'avez pas vu Le Sommet des Dieux, eh bien, courez le voir, parce que c'est vraiment super. En 8e position, Mad God, de Philippe Tippett. Mad God est un film qui a mis extrêmement longtemps à se faire. C'est-à-dire que le projet, si je dis une connerie, je corrigerai ça au montage, il me semble que le projet est en cours depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire que quand le projet a commencé, je n'étais même pas né. Je n'étais même pas né. Je vais pas forcément m'aventurer, je vais pas vous expliquer la conception du film, parce que je n'y connais pas trop. Et donc j'ai pas trop envie de dire de conneries. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du film. Lorsque la bande-annonce était sortie, je me souviens l'avoir vue et avoir été fasciné par ce que je voyais. Et j'avais lu qu'il n'y aurait qu'une séance possible pour voir le film, en tout cas vers chez moi. Cette séance était au Forum des Halles, voilà. J'y suis allé avec mon pote Nils et mon pote Nico. Coucou les gars, c'était une super séance. Et ce que j'aimais beaucoup avec cette bande-annonce, c'est qu'elle en disait pas trop. C'était une bande-annonce très courte et très mystérieuse. Et je viens de frapper dans ma tasse. Et donc quand je suis allé voir le film, j'avais l'impression d'être vierge de toute info. Et je me le suis bouffé. J'ai pas de mots
À part que c'est fascinant. C'est un film en stop motion qui, encore une fois, moi j'aime énormément ça dans le cinéma, j'aime énormément quand les films se réinventent, et Mad God, c'est continuellement ça. C'est un film qui passe son temps à se réinventer, que ce soit dans son animation, que ce soit dans ses décors, que ce soit dans ses lumières, que ce soit dans ses histoires, parce que il y a plusieurs histoires au sein du récit, et chaque histoire est passionnante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire en dessous de l'autre. Il me semble que Philippe Tippett avait dit ça, qu'il voulait que on ressorte de son film comme quand on se réveille et qu'on a des bribes de rêves ou de cauchemars en tête. Et je trouve qu'il y est arrivé à la perfection. C'est un film qui est bizarre. C'est un film qui est bizarre, mais qui est fascinant. Qui est fascinant dans le bizarre. Et c'est très beau, voilà, je l'ai pas dit, c'est très beau. On va avoir une multitude de décors. On va avoir en début de film un personnage qui va descendre au plus profond de ce qui est pour moi la Terre, et qui ensuite va se balader parmi des décors assez réduits, puis après il va se balader dans des décors absolument gigantesques. Et tu crois à ce gigantisme. Et c'est beau, les décors fourmillent d'idées, ouais c'est ça, fourmillent d'idées, que ce soit en termes de ce qu'il y a dans les décors ou en termes de couleurs. La photographie du film est absolument magnifique. Je parlais de la scène d'intro d'Annette tout à l'heure en disant que Annette m'avait capté dès le début. Et bah pour Mad God, c'est la même chose. La scène d'intro est absolument dingue. Et je ne vois pas comment on peut ne pas être pris par cette scène d'intro. On a tout un truc très... il y a plein de gens qui chantent en chœur, et on a un plan sur une grande tour, il me semble, et c'est super beau à mater, et il y a un côté très envoûtant, très rêve, très cauchemar. En fait, c'est ça, quand on ressort du film, on se dit, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est un cauchemar ce que j'ai vu? Parce que le film change de style. Il y a plusieurs genres cinématographiques dans ce film, c'est-à-dire qu'on va passer d'un film d'aventure, très Jules Verne, très Lovecraftien, à un film d'horreur, mais alors de l'horreur viscérale. Mention spéciale à cette scène, sans spoiler, de la table d'opération. Je pense que c'est la scène qui m'a le plus traumatisé cette année, cette scène en termes de réalisation, en termes de découpage, en termes de construction, en termes de tout ce que vous voulez, et terrifiante, elle est terrifiante. S'il y avait quelque chose que je pourrais reprocher au film, c'est l'incrustation d'acteurs réels qui ne passent pas tout le temps. C'est-à-dire que par moments, c'est pas très beau. Voilà, c'est pas très beau. Mais c'est vraiment la seule chose que je pourrais reprocher au film, parce que sinon, c'est une claque de bout en bout. Et si vous avez l'occasion de voir Mad God, je dis ça à chacun des films dont je vous parle, mais si vous avez l'occasion de voir Mad God et de voir Mad God au cinéma, eh bien, foncez le voir. Parce que je pense que l'expérience en salle n'est pas la même que l'expérience chez soi. Personnellement, j'ai vu le film en salle et j'en suis ressorti. Je savais pas trop quoi penser de ce film, à part qu'il m'avait fasciné. Et donc, les films fascinants, je vous les conseille, pour qu'ils vous fascinent aussi. À la 7e position, Last Night in Soho d'Edgar Wright. I know what you did. I've done a lot of things. You're gonna have to be more specific, love. You can't save me. Edgar Wright est un réalisateur que j'aime beaucoup. Est-ce surprenant? Pas du tout. J'ai vu tous les films d'Edgar Wright, il me semble. J'ai vu toute la trilogie Cornetto. J'ai vu également Scott Pilgrim. J'ai vu Baby Driver. Est-ce que j'en oublie un? Je vais aller vérifier. Ah si, il y a un film que j'ai pas vu de lui, c'est Ant-Man. Je suis désolé pour cette vanne. Mais Ant-Man par Edgar Wright release the Edgar Wright cut. Et donc Edgar Wright est un réalisateur que j'aime beaucoup. Donc j'étais très hypé par Last Night in Soho, surtout que j'avais vu la bande-annonce et les visuels m'intéressaient grave. Et le truc qui s'est passé, c'est que quand je suis sorti de la séance, je suis allé voir avec Léopold qui a pas beaucoup aimé. Et c'était assez drôle d'en parler à la fin de la séance, parce que moi j'en suis ressorti en disant c'est le meilleur film de l'année. Voilà. Alors depuis, il est en 7e position, donc vous voyez bien que c'est pas le meilleur film de l'année selon moi, mais j'ai pris un pied monstre devant ce film. En termes de réalisation, je crois que c'est la fois où Edgar Wright m'a le plus passionné. Il y a vraiment des trucs que je trouve ultra impressionnants, comme toutes les scènes de danse où tu vas voir le personnage d'Anna Taylor-Joy et ensuite le personnage... Putain merde, comment elle s'appelle cette actrice? En plus elle est dans Jojo Rabbit et je trouve qu'elle joue super bien. Thomasine Mackenzie, voilà, les scènes de danse où t'as ces deux actrices qui sont présentes, où Matt Smith... En fait, va y avoir, pour ceux qui n'ont pas vu le film, va y avoir des mouvements de caméra et on va
alterner entre Anna Taylor-Joy et Thomasine McKenzie. C'est vraiment pas clair la manière dont j'explique. Bah, je vais vous mettre des images au montage, voilà, comme ça vous verrez de quoi je parle. Eh bien, il me semble que ces scènes, j'avais lu ça, ont été faites sans trucage. C'est ultra impressionnant. Et en plus de ça, bah personnellement, je trouve que... Alors, il y a plein de gens sur qui les scènes d'horreur n'ont pas marché. J'invente des nouveaux mots à chaque vidéo, c'est dingue. Eh bien, chez moi, elles ont vraiment marché. J'ai été mis sous tension. Et ça va chercher dans un style de cinéma que j'aime beaucoup, à savoir le giallo. Mais ça, tout le monde l'avait repéré. Et aimant beaucoup le giallo, bah, j'étais très content de voir que Edgar Wright, avec Last Night in Soho, faisait son giallo. Mais ce qui est fort, c'est qu'il fait pas un film où t'as l'impression qu'il te fait continuellement t'as vu, je fais du giallo. Non, il fait son giallo avec ses propres codes, et du coup, c'est fascinant à voir. Et en plus de ça, le film, dans son propos de fond, est vraiment très intéressant, très fort. Le passé, c'était pas toujours cool. Voilà, c'est un film qui, de toute façon, Edgar Wright est, je pense, l'un des réalisateurs utilisant le mieux les BO. C'est-à-dire qu'il ne met pas une musique connue pour ne rien raconter. Il raconte toujours quelque chose avec. Et bah, à chaque fois qu'il y avait des musiques, bah, non seulement j'étais content de les entendre, mais alors j'étais encore plus content de voir qu'elles servaient le propos du film, qu'elles servaient quelque chose. Et donc Last Night in Soho, c'est une claque esthétique. C'est un film également qui crée de nouveaux codes pour le giallo, donc c'est super intéressant. Et en plus de ça, le casting est 5 étoiles, les musiques sont trop bien, le propos est fort et bien mené, donc bah banco, très banco, ultra banco. À la 6e position, The Last Duel de Ridley Scott. Penalty for bearing false witness is that you are to be burned alive. I will not be silent. Ridley Scott, qui est un réalisateur que j'adore tout autant que je le déteste. C'est-à-dire que par moments, il fait des films que j'aime énormément, comme Kingdom of Heaven, comme Alien, comme Blade Runner, mais il fait également des films que je déteste, comme Prometheus, Alien Covenant ou encore Légende. Vraiment, Légende, c'est déprimant, Légende. C'est très naze. Je pense que j'ai beaucoup insisté sur le trait. Et donc, quand j'ai su qu'il allait sortir 2 films durant 2021, bah j'étais content. Surtout que les 2 films m'intéressaient. Le film qui m'intéressait le plus, c'était House of Gucci. Et merde, quoi, c'est con. Du coup, je suis allé voir The Last Duel, en étant intéressé. Mais je me disais, The Last Duel, ça va être très cool. Mais la claque qu'on va avoir de la part de Ridley Scott cette année, ça va être House of Gucci. Et qu'est-ce que je me suis trompé? The Last Duel est vraiment très bien. C'est un film qui, dans un premier temps, me fascine dans sa construction. Certaines personnes pourraient trouver la construction de The Last Duel assez artificielle. On pourrait avoir l'impression que c'est une construction flemmarde, parce que on pourrait se dire, bah c'est sympa de nous raconter 3 fois la même histoire, sauf que tu nous racontes 3 fois la même histoire, ou plutôt la même version. Et je ne suis pas d'accord. Je trouve que chaque nouvelle version apporte son lot de choses intéressantes, ce qui fait que tu as l'impression que le film redémarre continuellement, mais pour évoluer. Encore une fois, on revient beaucoup à ce côté film qui évolue. Et bah, The Last Duel, c'est ça, c'est un film qui évolue continuellement grâce à sa construction. Et du coup, t'as l'impression d'avoir plusieurs films en un, mais vu que le tout est ultra bien mené, c'est-à-dire que le film dure 2h30 et je me suis pas ennuyé une seule seconde, alors que House of Gucci, c'était chiant. Et ben là, je me suis pas ennuyé une seule seconde parce que la construction est fascinante. Parce que t'as l'impression d'avoir 3 films en un, mais 3 films qui te racontent quelque chose de différent, 3 films qui te donnent une version des faits différente et fascinante. Parce que c'est servi par des comédiens de talent. Matt Damon, comme à son habitude, est très bon. Adam Driver, épouse-moi. Mais pour moi, la prestation à retenir de ce film, c'est celle de Jodie Comer. Et j'aimerais énormément qu'elle gagne l'Oscar de la meilleure actrice parce que elle transmet à son personnage une force, un charisme, mais en même temps une douceur assez fatale. Je trouve ce personnage extrêmement intéressant. Ce qu'il porte est extrêmement dur. C'est un personnage qui a beaucoup
beaucoup souffert et je trouve que les plans sur elle lors du duel et ce plan absolument merveilleux, ce plan qui est pour moi un perfect shot, putain ça allait spoiler, il y a un plan à un moment où elle est sur un cheval et le son s'arrête alors qu'il y a plein de gens autour d'elle. Ce plan est un perfect shot dans tout ce qu'il raconte, dans la prestation de Jodie Comer qui est formidable dans ce film et j'espère qu'elle gagnera un prix pour ça. Et puis c'est un film, j'en ai pas trop parlé, mais qui en termes de réalisation, je trouve, reprend certains codes de réalisation de Ridley Scott, c'est normal parce que c'est un film de Ridley Scott, mais je trouve qu'il se réinvente pas mal, qu'il tente des choses assez dangereuses et qu'il y arrive formidablement bien. Je trouve que, comme dans Gladiator, comme dans d'autres films de Ridley Scott, je trouve qu'il y a une nervosité dans les combats qui est assez fascinante à regarder, vraiment. Le duel m'a mis dans une tension assez extrême, vraiment. Je m'étais pas renseigné sur l'histoire, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc je ne savais pas qui gagnait à la fin, et donc j'étais vraiment sous tension, parce qu'il y avait un bon suspense, parce que la réalisation était excellente à ce moment-là. Donc voilà, The Last Duel, c'est un film avec une construction passionnante, avec des personnages très bien écrits, et surtout très bien interprétés. Je veux que Jodie Comer gagne un prix, vraiment. Et c'est un film qui, en termes de réalisation, est très bon. Et la photo aussi, je vais pas parler de la photo, j'aime beaucoup toutes ces teintes bleutées, tout ce côté sale, tout ce côté sale qu'il y a dans le film. J'aime beaucoup et je trouve que ça rajoute un cachet assez énorme. Et c'est dommage que le film se soit viandé parce que c'est très bien. C'est vraiment très bien, The Last Duel, et voyez-le. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. Ah, on entre dans le top 5. Ah, ça va commencer à diviser. En 5e position, No Time to Die, de Kari Joji Fukunaga. Je fais partie des gens ayant grandi avec l'ère Daniel Craig. Alors, pour vous la faire courte, j'aime énormément Casino Royale, je déteste Quantum of Solace, vraiment je conchis l'existence de ce film, c'est une merde terrible. J'aime énormément Skyfall et je trouve Spectre vraiment très moyen. Et donc, à l'arrivée de ce nouvel opus, qui était donc le dernier avec Daniel Craig, bah, j'avais des craintes. J'avais des craintes parce que, bah, avec Spectre, je trouvais que cet air Craig s'essoufflait pas mal. Il y avait des choses intéressantes, comme le couple James Bond-Léa Seydoux, mais en soi, je trouvais que ça s'essoufflait vraiment pas mal. Ils avaient construit le scénario sur le fait qu'il y avait un grand méchant derrière toutes les histoires précédentes, et quand t'arrives à ça dans une saga, c'est que généralement t'as plus grand chose à raconter. Et est arrivé No Time to Die. Et ce film n'est pas une claque, ce n'est pas un excellent film, mais je trouve que c'est un excellent James Bond, et surtout, c'est l'un des films qui m'a le plus attrapé de cette année. C'est un des films qui m'a le plus ému, parce que j'ai grandi avec ce James Bond là. Et force est de constater qu'à la fin, sans spoiler, bah, j'ai eu du mal à retenir mes larmes, et que je trouve le film absolument magnifique visuellement. Je trouve que après Skyfall, c'est la meilleure photo qu'on ait eue durant l'ère Craig. La photographie qui a été faite par le directeur photo de La La Land, ce mec est beaucoup trop talentueux, et bien je trouve la photographie vraiment magnifique, avec tous ces couchers de soleil, avec toute la partie en Italie qui a maté. Et voilà, je vais passer à la réalisation. La réalisation est très bonne, on a des scènes de combat qui défoncent, mais alors qui défoncent tout ce qui a été fait dans Spectre. Et là, dans No Time to Die, on retourne à des scènes d'action beaucoup plus près du corps, avec des caméras à épaules, des scènes d'action qui sont vraiment très énervées. Et personnellement, j'aime beaucoup ce genre de scènes d'action, ce genre de manière de filmer. Alors quand c'est bien fait, parce que quand c'est les frères Russo, bah, j'aime pas. Mais quand c'est Kari Joji Fukunaga, bah là, j'aime bien. Là, j'aime beaucoup même, parce que on sent un réalisateur impliqué, on sent un réalisateur qui a envie de te créer des scènes d'action marquantes. Toute la scène en Italie est vraiment assez folle à mater, avec James Bond qui s'élance avec sa moto. Vraiment, au cinéma, j'ai eu des frissons à ce moment-là. Mais en plus, comme je l'ai dit, c'est un film qui m'a attrapé. C'est un film qui m'a beaucoup ému, pour des raisons personnelles, pour le fait également que j'ai grandi avec ce James Bond là, et que l'un des seuls points réussis de Spectre selon moi était la romance entre James Bond et Léa Seydoux, et là elle prend une ampleur assez dingue, et je trouve que c'est vraiment très émouvant. Et ce qui me plaît par-dessus tout dans ce James Bond, c'est son humanisation. Ce qui avait été commencé à faire avec Casino Royale, on avait commencé à humaniser le personnage de James Bond, et bah, pour moi ça a toujours été une très bonne chose. C'était déjà très touchant dans Casino Royale à la fin, quand Eva Green... Est-ce que je spoil? Non,
je vais pas spoiler. Bref, c'était très touchant à la fin. C'était également très touchant avec la fin de Skyfall. Et bah vraiment, la fin de No Time to Die m'a ému aux larmes. Et je m'y attendais, mais en même temps, j'ai été surpris de voir que le film arrivait autant à m'attraper. C'est un film qui me parle énormément pour beaucoup de choses, que je n'aborderai pas forcément en vidéo, mais qui me parle également parce que je trouve que humaniser le personnage de James Bond a toujours été une très bonne chose, et là, ils y vont jusqu'au bout. Et c'est super, c'est vraiment super. Donc on a un film qui est bien mis en scène, qui a des scènes marquantes, on a un film qui a une photographie magnifique, on a un film qui a un bon méchant aussi. Franchement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le méchant de Rami Malek, bah moi j'ai bien aimé. Voilà, c'est vraiment la justification que je vous donne. C'est pas le meilleur méchant qui a été fait. Javier Bardem restera à jamais le meilleur, mais pour moi, ça reste un bon méchant. Ça reste vraiment un bon méchant. Ah, et j'ai oublié de le dire aussi, No Time to Die est un James Bond qui renoue avec le style des anciens. C'est-à-dire qu'on a en même temps le style des nouveaux et le style des anciens. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu dans les autres James Bond de l'ère Craig. Et du coup, ça me fait vachement plaisir de voir ça. Donc voilà, No Time to Die est un film qui me plaît techniquement, est un film qui m'attrape, me fait ressentir des émotions vraiment très très fortes et qui contient beaucoup de choses que j'aime. Et ça a été l'un de mes meilleurs moments en salle. Je suis allé le voir 2 fois et les 2 fois, c'était vraiment, vraiment magique. Donc, il est en 5e position. En 4e position, La fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov. А ты настоящая? Настоящий. У тебя жар. La fièvre de Petrov est un film que je n'attendais pas forcément. C'est-à-dire que la bande-annonce était sortie et je ne l'avais pas vue. Après, j'ai vu qu'il faisait un petit peu de bruit à Cannes. J'ai vu que pas mal de gens l'avaient vraiment soit bien aimé, soit beaucoup aimé. Et du coup, j'ai commencé à être intrigué par le film. Et par chance, j'ai gagné un concours organisé par The Beauty Of. Si tu passes par là, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à toi. J'ai gagné à ce concours qui faisait gagner 2 places pour aller voir le film en avant-première au UGC Les Halles, ce qui fait que j'y suis allé avec Léopold, et en plus de ça on a gagné une affiche qui est actuellement dans ma chambre, donc vraiment merci beaucoup The Beauty Of, super chaîne aussi, voilà, allez vous abonner, c'est trop bien ce qu'il fait. Et donc je suis allé voir le film, mais gigantesque claque, parce que c'est un film qui déjà marie énormément de genres cinématographiques, c'est-à-dire que vraiment j'ai l'impression qu'il y a tous les genres cinématographiques dans ce film, qui sont en plus de ça gérés à la perfection. Ce film, c'est un voyage. Ce film, c'est un rêve. Ouais, c'est ça, c'est un rêve qui dure 2h30 et tu t'ennuies pas une seule seconde parce que, encore une fois, le film ne cesse de se renouveler. Et le film te raconte des choses ultra intéressantes sur la Russie et sur plein d'autres trucs. Le film a un propos qui est vraiment très fort et en fait, je m'attendais vraiment au film d'auteur chiant. Alors, j'avais pas vu Leto, mais on a dit beaucoup de bien, donc il faut que je le rattrape. Mais donc, je m'attendais vraiment au film d'auteur chiant, et au final, j'ai eu l'un des plus gros kiffs de l'année, parce que c'est un film qui est ultra bien rythmé, c'est un film... En fait, je l'ai surtout beaucoup aimé, parce que le film se réinvente continuellement dans sa réalisation. Le film marie plusieurs genres cinématographiques. On va être dans du pur thriller, puis on va être dans de l'horreur psychologique, puis de l'horreur vraiment viscérale, puis dans un film d'extraterrestre. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Et en plus de ça, c'est un des films de l'année qui contient parmi l'un des plans les plus forts que j'ai vus. Pour ceux qui ont vu le film, vous verrez. Peut-être qu'il est sur internet, donc s'il est sur internet, je vous le mettrai au montage. Le plan où le gamin est habillé en Sonic et fait un câlin à son père, pour ceux qui ont vu le film, vous savez ce que ça raconte. Et c'est très fort comme plan. C'est vraiment très fort d'arriver à faire ça. Voilà. Et il y a vraiment des scènes, mention spéciale à la scène au début dans la bibliothèque, où il se passe un truc, et t'es là en mode... What the fuck? Il vient vraiment de se passer ça. On s'est regardé avec mon pote Léopold, et vraiment on était en mode... On a vu la même chose. C'est un film qui a des couilles. C'est un film qui tente énormément de choses. Pour moi, ce film, c'est le rêve de tout étudiant en cinéma. C'est-à-dire faire un film où on tente le plus de choses possibles, où on y va à fond à chaque fois,
et où à chaque fois, ça réussit. À chaque fois, c'est fort. Et La Fièvre de Petrov, bah, c'est l'un des films qui m'a le plus marqué de cette année. Quand le Blu-ray sortira, je courrais m'acheter le Blu-ray parce que j'ai pas trop, en fait, vous l'avez remarqué, j'ai pas trop envie de vous dire beaucoup de choses sur ce film parce que j'ai envie que vous le découvriez comme je l'ai découvert, c'est-à-dire vierge de toute information pour vous prendre la baffe que je me suis pris. La Fièvre de Petrov est l'un des films les plus kiffants de cette année. La Fièvre de Petrov est un rêve. La Fièvre de Petrov est un grand film. Vraiment, pour moi, c'est un grand film et c'est le rêve, ou en tout cas, c'est l'un de mes rêves, c'est-à-dire réussir à faire un film qui tente autant de choses barrées par moment, mais qui réussit à chaque fois. Mention spéciale, à un moment, le film dure 2h30, et bah le réalisateur te dit « Putain, j'ai envie que mon film soit en noir et blanc. » Bah je le fais en noir et blanc pour les 30 prochaines minutes. C'est des couilles, c'est des couilles. Ce réalisateur a des couilles. Ce réalisateur propose des idées de réalisation qui me passionnent. On a tout ce plan qui commence sur quelqu'un en train de marcher, puis le plan continue, s'approche d'un village, et en fait, le village, c'est une maquette, et du coup, tu te dis, il a mêlé acteur et maquette miniature. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont tentées dans ce film, et c'est magnifique. Et voyez-le. Vraiment, je vous en supplie, voyez La Fièvre de Petrov. S'il est encore au cinéma, courez le voir, parce que vous ne serez pas déçus. C'est-à-dire que si vous aimez ou si vous n'aimez pas, je pense que vous en ressortirez marqué. Et pour moi, ça, c'est signe d'un grand film. En troisième position, West Side Story de Steven Spielberg. Life matters even more than love. Je suis un immense fan du cinéma de Steven Spielberg. Est-ce étonnant? Pas du tout. Steven Spielberg est la personne qui a façonné mon enfance. Steven Spielberg est la personne qui a façonné une partie de mon adolescence, et Steven Spielberg sera une personne qui me façonnera toujours et éternellement. J'avais déjà été absolument, complètement conquis par son Ready Player One, qui était son précédent film, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est l'un des meilleurs films du cinéma. Bah, j'ai l'affiche juste derrière moi, je vous la montre. J'aime beaucoup Ready Player One, c'est un chef-d'œuvre. Et donc, quand il a été annoncé qu'il allait faire West Side Story, qui n'est pas... Le film d'origine n'est pas un film que je déteste, mais n'est pas un film que j'aime également. C'est un film qui me fait un peu ni chaud ni froid. Je trouve son propos intéressant, je trouve qu'il y a 2-3 idées de mise en scène qui sont cool, mais en soi, je l'ai vu une fois, et bah, je le reverrai. Maintenant que j'ai vu le West Side Story de Steven Spielberg, je le reverrai pour comparer. Mais le fait est que avec West Side Story, Steven Spielberg a signé pour moi l'un de ses plus grands films. C'est merveilleux, West Side Story. C'est merveilleux parce que c'est Steven Spielberg, qui a plus de 70 piges, qui revient et qui te dit « En fait, les gars, le cinéma, c'est ça, voilà. » Et du coup, t'es là en mode « Ah, c'est ça? Ah bah oui, je prends direct. » En termes de réalisation, Steven Spielberg est d'un dynamisme. Et il s'amuse tellement, et ça se sent. Et son directeur photo s'amuse également beaucoup, parce que les couleurs sont magnifiques, que ce soit la lumière, que ce soit la couleur des bâtiments, la couleur des costumes, les costumes aussi, les costumes qui sont magnifiques. Tout, en fait, j'ai qu'un seul mot concernant ce film, magnifique. Tout est magnifique, que ce soit la réalisation qui t'en met plein les yeux, c'est-à-dire que Steven Spielberg met au tapis la plupart des réalisateurs connus actuels. Steven Spielberg a plus de 70 piges, et il revient en t'expliquant ce qu'est le cinéma. Et bah... il a raison, c'est ça le cinéma qu'on veut, parce que ce soit dans son propos, dans la manière de le traiter, que ce soit dans les scènes de danse, je pense que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas été aussi fasciné et émerveillé comme un gosse devant des scènes de danse. Il n'y a pas une scène de danse et de chansons, parce qu'il y a des chansons dans West Side Story également, qui ne sont pas bien interprétées, qui ne sont pas bien chantées. Non, toutes les scènes de danse et de chansons sont d'une force. Mention spéciale à This Is America, Tonight, et à toute cette scène où Ansel Elgort va se battre avec son meilleur ami pour récupérer son flingue. Et bien cette scène-là est d'une force dans ce qu'elle raconte. Et West Side Story de Steven Spielberg est un film ultra actuel. Et ce qui me fascine le plus, c'est que cette histoire date
et elle est toujours en temps actuel. Et bah, Steven Spielberg fait un constat qui est triste, mais c'est tellement bien mis en scène. C'est tellement bien mis en scène et c'est tellement fort. Et c'est ça le cinéma que j'aime personnellement. Steven Spielberg, merci pour cette œuvre qui m'aura émerveillé. Je l'ai vu avec mon grand-père qui a vu le West Side Story original au cinéma à l'époque. Et il est ressorti de ce West Side Story en disant qu'il avait été émerveillé. Et même là, je suis ému. Je suis ému parce que Steven Spielberg, c'est la personne qui réussit à marier toutes les générations. Tous ses films sont intemporels. Bon, peut-être pas tous ces films, parce que Indiana Jones 4, c'est quand même pas tip-top, hein, mais pratiquement tous ces films, West Side Story, réunit tout le monde. Et en plus de ça, pour moi, c'est du grand cinéma. Foncez le voir. Et donnez un Oscar à Rachel Zegler. Vraiment, donnez-lui un Oscar. Parce que cette actrice est extrêmement douée. Voilà, elle est extrêmement douée. West Side Story est l'un des plus grands films que nous a signé Spielberg. Voilà. Et mon doigt a craqué. Et puis le plan final est tellement fort. Non, vraiment, allez voir West Side Story. C'est vraiment... c'est incroyable. Voilà, je le redis, c'est incroyable. À la deuxième position, Titane de Julia Ducournau. Well, no one told me about her, the way she lied. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. J'ai cherché mon Blu-ray de Titane. Voilà. J'aime beaucoup le cinéma de Julia Ducournau. J'aime beaucoup, grave. Je trouve que c'est un film, malheureusement, qui ne va pas au bout. Je trouve que dans sa fin, le film a tendance à ne pas trop assumer, ne pas trop aller jusqu'au boutiste. Et je trouve ça dommage. Mais alors, Titane, je ne savais pas qu'il était possible de tomber autant amoureux d'une œuvre cinématographique. Il s'est passé la chose suivante. Je suis allé voir Titane et j'en suis ressorti amoureux. Amoureux de la réalisation, amoureux de la photographie, amoureux de tout dans ce film, tellement tout m'a pris, tellement le film est important. C'est un film qui est important, Titane, parce que c'est un film de genre. C'est un film de genre qui, en plus d'être un film de genre, est très bon. Parce qu'il y a des films de genre qui sont très mauvais. Mais là, c'est un film qui est pour moi déjà extrêmement bon. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop aimé le côté de film en un dans ce film, mais personnellement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que ça permet au film de se renouveler et de raconter une première chose, puis une nouvelle chose. Et les deux choses sont liées, mais en soi, ça raconte des choses différentes qui sont toutes les deux très intéressantes. C'est servi par un casting ultra talentueux, vraiment. Agathe Roussel devrait recevoir un prix parce que sa prestation est sans doute ma prestation préférée de cette année, avec Lucy Zhang dans les Olympiades, vraiment. Ces deux prestations-là sont les plus belles, les plus fortes interprétations que j'ai vues cette année. Vincent Ladon, il sort complètement de sa zone de confort pour nous servir un personnage ultra intéressant, ultra bien écrit. Il le joue très très bien, il y a des scènes... Le gars s'est rendu stock pour le film et il y a des scènes où il est traumatisant, je trouve. Des scènes où il contracte ses muscles, des scènes où il a un regard vraiment... J'ai pas d'autres mots à part traumatisant. Vraiment, il y a des moments où il m'a fait peur, ce personnage, mais il y a des moments également où j'étais en empathie, des moments... En fait, c'est ça qui est génial avec Titane, c'est que tu sais pas si tu dois, dans un premier temps, avoir peur ou être en empathie avec les personnages. Et tu finis le film et t'adores ces personnages. Parce que c'est des personnages qui sont très bien écrits. Et pour moi, Titane est un film important. Dans l'industrie cinématographique française, c'est un film important. C'est un film dont on doit parler, dont on ne devra jamais arrêter de parler. Parce que, en plus, c'est un film de genre, et c'est un film de genre qui a plutôt bien marché, et c'est trop bien. Bon, il y a eu l'effet Palme d'Or, et tant mieux d'ailleurs qu'il ait eu la Palme d'Or. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais content quand j'ai vu que c'était Titane qui avait eu la Palme d'Or. Non seulement c'est amplement mérité, mais en plus de ça, ça lui a permis d'avoir plus d'entrées. Et c'est trop bien que les gens aient vu ce film. C'est trop bien que le cinéma de genre intéresse de plus en plus en France. Pour moi, ce film, c'est un rugissement d'espoir. Parce que c'est un film de genre réalisé par une femme et qui, en plus de ça, est excellent. C'est un film de genre réalisé par une femme qui a eu
une palme d'or. C'est incroyable. C'est incroyable tout ce qui s'est passé avec ce film. Et en plus de ça, j'ai conscience que là, je suis en train de parler surtout de ce qu'il y a eu à côté du film. Mais en plus de ça, c'est un film, comme j'ai dit, que je trouve extrêmement bien réalisé. C'est un film qui se renouvelle encore une fois. C'est un film qui a une photographie complètement différente de celle de Grave. Celle de Grave qui était très crasseuse, avec des néons, qui était très sale. Et c'était déjà passionnant. Là, on n'est plus trop dans ça, mais... Et puis il y a des grosses inspirations, du cinéma de John Carpenter et de plein d'autres styles de cinéma, et je ne compte même pas le nombre de perfect shots qu'il y a dans ce film, tellement il est beau. C'est un film qui plastiquement est beau, c'est un film qui te raconte énormément de choses, et comme l'a dit Julia Ducournau, merci de laisser entrer les monstres. Merci beaucoup. Titan est un film important, Titan est un film qu'il faut voir, Titan est un film dont il faut parler, dont il ne faudra jamais arrêter de parler, parce que c'est un chef-d'œuvre du genre. Donc si vous n'avez pas vu Titan, eh bien allez le voir parce que c'est super. C'est vraiment vraiment super et c'est l'un de mes immenses coups de cœur de cette année. Et je suis désolé, je suis vraiment désolé, on aurait dit que j'étais en train de vous engueuler, pas du tout, c'est juste que pour moi ce film est important et donc il faut en parler et voilà. Voilà, voyez Titan et je suis désolé, je ne vous engueule pas du tout, vraiment, excusez-moi, pardon. Et nous allons passer à la première position et alors là je pense que ça va vraiment diviser. Mais c'est mon film préféré de l'année. Et je le défendrai jusqu'au bout. En première position, Matrix Resurrection de Lana Wachowski. After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. Ce qui se passe avec ce film, ce qui se passe avec ce 4e opus de Matrix, c'est que il n'y a pas une seule chose que je n'aime pas. Il n'y a pas une seule chose que je n'aime pas. C'est un film qui... Mais alors là, il tape pas dans la fourmilière. Là, il défonce sa gueule à la fourmilière. C'est un film qui te parle d'Hollywood, de l'Hollywood actuel. C'est un film qui te parle de pourquoi c'est devenu de la merde Hollywood. Et alors, il t'en parle tellement bien. C'est pas juste un film qui te dit... Hollywood c'est de la merde. Non, c'est un film qui te dit Hollywood c'est de la merde et qui t'explique pourquoi et qui t'en fait quelque chose de très très fort, de très très puissant. Et Matrix Resurrection est devenu mon Matrix préféré. Et j'ai pas peur de le dire parce que là où je pouvais avoir quelques griefs sur les autres Matrix que j'adore, hein, j'aime tous les Matrix, que ce soit le 1, le 2 ou le 3. Si vous voulez mon top Matrix, ça fait Matrix 4, Matrix 2, Matrix 3, Matrix 1. Matrix Resurrection est un film qui est voué, ça a été dit, mais qui est voué à décevoir. Mais parce que ce qu'il raconte sur l'Hollywood actuel est décevant. L'Hollywood actuel est décevant. Et en plus de ça, je suis désolé, mais là où certains trouvent les scènes d'action illisibles ou très mauvaises, je les trouve débordante d'idées. Je pense notamment à cette scène d'action finale où t'as Neo et Trinity qui sont sur une moto, qui se font poursuivre par plein de bots, et parallèlement à ça, il y a ceux en dehors de la matrice qui essayent de les aider, et il y a également ceux qui sont dans la matrice qui essayent de les aider, qui les suivent en voiture, qui se font attaquer par les bots, et en même temps, t'as des bots qui se mettent à chuter de gratte-ciel pour venir s'écraser sur Neo et Trinity. Mais c'est complètement dingue à mater, En plus, t'as la couleur verte de la matrice qui revient dans cette scène, et les autres scènes d'action sont super fortes également. Je pense notamment à cette scène qui commence, la scène où... j'avais spoil. La scène où il y a le retour d'un personnage phare de Matrix qui se déroule dans un premier temps dans des échafaudages et qui ensuite... En fait, c'est une scène d'action qui commence en hauteur, et plus t'avances, plus la scène d'action, plus le personnage descend en étage, et ça raconte plein de trucs, et en plus de ça, on est dans une réalisation ultra nerveuse. Lana Wachowski est allée piocher dans du Sense8, et c'est ça en fait, c'est ça qui est bien, c'est que Matrix Resurrection et Matrix Evolution, c'est un film qui ne te sert pas la même soupe que d'habitude, c'est un film qui ne te fait pas la même chose qu'avant. C'est un film qui te propose des choses nouvelles. Alors, soit on les aime, soit on ne les aime pas. Mais personnellement, moi, j'ai adoré de bout en bout. Je trouve les scènes d'action folles à mater. Je trouve que Matrix n'a jamais été aussi émouvant. Parce que le cœur de Matrix, avant tout,
c'est les personnages, c'est Neo et Trinity, c'est leur amour. Et Matrix ne m'a jamais autant attrapé. Matrix ne m'a jamais autant ému. J'ai versé des larmes à la fin. Avec cette scène sur le toit, sans spoiler, déjà la musique est absolument magnifique, elle a été composée par ceux qui ont composé la musique de Cloud Atlas, et la musique de Cloud Atlas est l'une des meilleures musiques qui existent au cinéma. Et donc cette scène avec Trinity sur le toit qui regarde toute la matrice, cette scène m'a fait chialer, parce que c'est beau, parce que dans tout ce que ça raconte, c'est fort, parce que c'est ça le cœur de Matrix. Le cœur de Matrix, c'est les personnages, c'est Neo, c'est Trinity, c'est Morpheus, c'est tout ça. Et puis l'agent Smith, dans ce nouveau Matrix, est vraiment, vraiment très différent. En fait, comme tout est très différent des autres Matrix, mais c'est ça qu'il fallait, c'est ça Matrix. Matrix, ce n'est pas tout le temps la même chose. Ce n'est pas nous resservir tout le temps la même chose. Ça serait complètement incohérent. Et donc ce Matrix Resurrection, qui nous sert des scènes d'action de malade, qui a un propos sur l'Hollywood actuel et sur plein d'autres trucs également ultra intéressants, qui, en plus de ça, je l'ai pas dit, mais qui est totalement épique, et c'est aidé par la musique, c'est aidé par les visuels. La scène où un personnage sort de la matrice et où il circule dans des champs, vous voyez ce que c'est les champs si vous connaissez Matrix, cette scène est épique. Cette scène est vraiment épique. Je trouve que c'est un film, je trouve que c'est le Matrix qui a le plus gros souffle épique. Il y a un plan aussi où Neo, avec son long manteau, sort d'une cafétéria. Le plan est un petit peu au ralenti. T'as toute la couleur verte qui revient. Ce plan est ultra iconique. Ce plan est ultra fort. Je suis amoureux de tous les choix de Lana Wachowski sur ce film. J'aime tout dans ce Matrix. Matrix Resurrection est le Mad Max Fury Road de cette décennie. Je l'ai dit sur Twitter, ça a beaucoup fait gueuler, mais je m'en fous parce que c'est ce que je pense. Matrix Resurrection est le Mad Max Fury Road de cette décennie. Parce qu'en termes de scènes d'action, pour moi, il est révolutionnaire. C'est des scènes d'action qui sont bourrées d'idées. Parce que dans son propos, on n'avait pas eu un blockbuster aussi important, aussi bien mené, aussi fort depuis Mad Max Fury Road. Parce que ce Matrix est le plus émouvant, le plus fort. Parce que j'aime tout dans ce film. J'aime tout dans ce film. Vraiment, Matrix Resurrection est un chef-d'œuvre pour moi. Et c'est le meilleur film de l'année pour moi. Et je dis bien pour moi. Pas la peine de s'énerver si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Matrix Resurrection est mon film préféré de l'année. Peut-être que votre film préféré de l'année, c'est Titan, ou c'est West Side Story, ou c'est un autre film que je n'ai pas cité. Et tant mieux. Tant mieux. Chacun son film préféré. Ne nous engueulons pas pour ça. Je dis ça parce que je sais que Matrix Resurrection a beaucoup divisé et a énervé plein de gens. C'est mon film préféré de l'année. Voilà. C'est comme ça. Je peux pas le contrôler. Et donc voilà. C'en est tout pour ce top film 2021. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. C'est le premier que je faisais sur cette chaîne. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de le faire. Ça m'a plus plu que de faire le flop. Je pense que vous l'avez vu, j'étais plus enjoué. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Il ne me reste plus qu'à aller côtoyer d'autres univers. Et avant cela, vous souhaitez une très bonne année 2022. Je ne vous souhaite que du bien, que du positif, que ce soit en termes de cinéma ou dans votre vie. J'espère que cette année sera l'une des meilleures années de votre vie. Bonne année 2022 à tous et à toutes. Sur ce, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner. Je vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut. Back to the Matrix. Oh.